Réflexion quant à la recherche d'un incipit fort pour un manifeste révolutionnaire. Pour faire entendre notre message, il va falloir tuer. Non, non, c'est trop fort. Pour faire entendre notre message, nous sommes prêts à tuer. Non. Nous sommes prêts à mourir. Non, toujours pas, ça fait corporate. Et puis prêt à, ça sonne comme une fausse promesse. Nous allons mourir. Il faudra tuer. Mais c'est trop fort, ça. Personne ne voudra se ranger derrière ça. C'est pourtant vrai, non? Pour faire entendre notre message, il va falloir cracher du plomb, perdre un œil, vomir nos tripes, couper des têtes. Qui nous lira sinon? Qui lit encore les vivants? Une page ne vaut plus rien si elle n'est pas jonchée de cadavres. Ah, et puis merde. Il va falloir tuer, ça sonne mieux. Et je pourrai toujours dire au juge que je suis folle. Nous venons de vous lire un extrait du roman d'Eden Levin, Jeudi, qui est paru aux éditions Notabilia. Chez moi, il n'y avait aucun ouvrage féministe dans les rayons de la petite bibliothèque du salon familial. Mon féminisme est empirique et s'est d'abord construit grâce aux femmes qui m'ont entourée. Dans ma famille, il n'y a pas d'hommes. Je n'ai pas de frère et mon père est décédé quand j'avais 4 ans. À sa mort, ma mère a 35 ans, elle est veuve, sans emploi, avec 4 filles de 4 à 16 ans sur les bras. Elle quitte la Chapelle d'Abondance, le petit village de Haute-Savoie où mon père était boulanger, pour se rapprocher de sa famille et s'installe à Bourges, où elle devient agente des services hospitaliers à l'hôpital public. 6 ans plus tard, elle reprend ses études et passe son diplôme d'aide-soignante. Je la revois rentrer du travail et se mettre immédiatement à préparer le repas du lendemain, lancer les machines, faire le ménage, vérifier les devoirs. Aujourd'hui, au même âge, sans enfant, je suis débordée si j'ai 2 rendez-vous dans la même journée. Mes grandes sœurs se sont beaucoup occupées de moi et elles ont profondément influencé ma construction musicale, sociale, intellectuelle. Même si mon beau-père est arrivé tôt dans ma vie et que c'est un homme bon, ce sont surtout des figures de femmes qui m'ont construite et cela a conditionné ma vision du monde. Ma grand-mère maternelle, Lucette, est aussi une source d'admiration. Issue d'un milieu modeste, elle est engagée toute jeune comme bonne dans une maison bourgeoise d'une petite ville d'Indre. Elle tombe amoureuse du fils de la famille qui l'emploie, avec qui elle entretient une relation plusieurs années, mais quand elle annonce qu'elle est enceinte, elle est congédiée, abandonnée par son amoureux, harcelée par la famille de ce dernier et doit s'exiler dans un autre village pour donner naissance à ma mère. J'aurais dû en avoir honte de ma fille, baisser la tête quand je sortais avec elle, mais elle était trop belle, c'était impossible. C'est ce qu'elle nous raconte en confidence 50 ans plus tard. À la naissance de ma mère, elle est soutenue par sa propre mère, qui a vécu la même histoire. Elle aussi était bonne et a succombé au charme du fils aîné. L'issue fut plus heureuse, car ils se sont installés ensemble et ont donné naissance à 7 enfants. Bien que fille-mère à 20 ans dans les années 1950, Lucette épouse mon grand-père Roger, qui accepte d'élever ma mère. Ils ont 4 autres enfants ensemble. Tant peut être belle la vie de femme, elle n'égale pas la vie de jeune fille, m'écrit-elle un jour dans une lettre désormais encadrée au-dessus de mon bureau. Petite, j'ai longuement écouté ces femmes de ma vie, elles si enclines à se dévaloriser pour quelques bourrelets, une supposée trop grande sensibilité ou leur faute d'orthographe. Elles qui ont vécu avec des hommes plus ou moins fiables, qui ont été quittés, qui leur ont survécu et qui, même mariées, ont toujours gardé jalousement en elles le souvenir secret de la vie avant eux. Ces 3 générations de femmes, ce sont elles, mon observatoire du féminisme.
C'était un extrait de l'introduction du texte de Rose Lamy, « Défaire le discours sexiste dans les médias », paru aux éditions Lattès. Une histoire va se raconter. Ce sera une histoire en même temps complète et incomplète, comme il en va des histoires. C'est une histoire intéressante. Il y a une frontière et des femmes qui viennent, s'en vont, traversent tout du long. Une frontière et des femmes, et l'histoire se fabrique toute seule. Même il suffit de la femme. C'est une histoire, un déclic. Après l'histoire s'envole au vent qui souffle, à l'herbe qui pousse, poussant le corps à prendre le vent et le soleil aussi quand il se couche. Il allume les myriades de bougies de l'histoire à foison pour les piquer contre les nuages et tous ils se joignent à la balade. Le chemin va sa vie, à droite et à gauche, il tourne et vire, comme s'il ne voyait pas pourquoi s'arrêter, et tout, n'importe quoi, tout se met à raconter une histoire. Passé surgit des entrailles du volcan, s'apaisissant silencieusement, l'emplissant, gonflé à éclater de vapeur, de braise, de fumée. Dans cette histoire, il y avait deux femmes. À part les autres, celles qui sont venues et reparties, ou celles qui sont passées régulièrement, et celles aussi qui étaient là, quasi en permanence, mais n'étaient pas essentielles, sans parler pour le moment des personnes qui n'étaient pas des femmes. Voilà pour cette fois, il était une fois deux femmes essentielles. L'une qui devenait de plus en plus petite, et l'autre de plus en plus grosse avec l'âge. Il y avait deux femmes et une mort. Deux femmes, une mort, le mélange prendra vraiment quand on se retrouvera tous, nous et elles ensemble. Deux femmes, une mère, une fille, l'une qui rapetisse, l'autre qui grossit. L'une qui dit en riant « Je me rapetisse tous les jours un peu plus ». L'autre qui s'en attriste, mais ne dit pas qu'elle voit bien qu'elle vieillit de jour en jour. Maman a arrêté de porter le sari, parce qu'il lui faut en rabattre plus de la moitié dans la ceinture et remonter le jupon un peu plus chaque jour. Mais est-ce qu'en rapetissant, on acquiert la vertu féline de s'introduire dans un boyau et d'en sortir ? Trouer la frontière et se faufiler à travers ? Révéler une aptitude à se rendre quasi invisible ? Cela doit être pour cette raison que maman réussit à passer de l'autre côté de la frontière, alors que la fille, enferrée dans son angoisse gâteuse, ne voyait que la galère où elle était. Mais peut-être la plus petite était-elle innocente quand elle refusait opiniâtrement d'assumer la moindre faute, qu'il s'agisse de l'affaire de l'autorisation légale ou de la dispute sur le nom ou de l'accusation de vol. Ceux qui ne parvenaient pas à comprendre ces arguments l'avaient prise pour une folle, voire une perverse, qui mène délibérément son monde en barque. Elle avait dit « Les hommes ont toujours les meilleures lentilles à manger, les femmes les plus grossières. » C'est vrai ou pas ? Il s'agissait d'un texte de Gitanjali Shri, intitulé « Au-delà de la frontière », traduit du hindi par Annie Monto, paru aux éditions des Femmes. Comme l'écrit une autre femme emblématique de cette période révolutionnaire, Olympe de Gouges, dans sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Théroigne de Méricourt est de celles qui affirment et prennent ce droit à la parole politique et publique. Les débuts de la Révolution la captivent. En mai 1789, elle s'installe à Versailles pour assister chaque jour aux États généraux que le roi Louis XVI a convoqués à titre exceptionnel pour tenter de résoudre la crise financière dans laquelle est plongée la France. Sa beauté, ainsi que la tenue d'Amazone qu'elle arbore, sabre, jupe longue prisée des cavaliers, chapeau à plumes noires, attirent l'attention, tout comme ses talents d'oratrice. En 1790, désormais installée à Paris, elle cofonde la Société des Amis de la Loi, fréquentée par des personnalités politiques en vue et qui vise, sans y parvenir, à étendre la participation à la vie politique. Elle parle au Club des Cordeliers et à l'Assemblée nationale. Elle évolue avec aisance entre différentes sphères politiques et sociales et fait figure de modèle révolutionnaire en prenant la parole et la plume en public. La Révolution est une période de grande activité et d'intervention politique des femmes, de prise de pouvoir aussi, même si c'est de courte durée.
en groupe ou individuellement, dans les clubs, les assemblées ou la sans-culotterie, elles font entendre une exigence de citoyenneté pour les femmes. La demande d'une représentation politique des femmes à l'Assemblée nationale est formulée dès juin 1789, et elle joue également un rôle essentiel dans les journées révolutionnaires de 1788 à 1789, où elle porte un message politique sophistiqué allant au-delà des revendications strictement alimentaires. Des lois adoptées entre 1790 et 1794 accordent aux femmes des droits fondamentaux et concrets. Mari et père ne peuvent plus faire enfermer arbitrairement leurs filles et épouses. Les femmes obtiennent l'indépendance juridique. Puis, en septembre 1792, des droits civils, comme le droit à la succession et au divorce. À quelques rares exceptions près, la plupart des dirigeants révolutionnaires condamnent toute participation politique des femmes et leur assignent pour seule mission de soutenir la révolution en tant que femme et mère. La philosophe britannique Mary Wollstonecraft compte parmi celles qui exigent un argumentaire rationnel pour justifier cette exclusion de la sphère publique et de l'éducation avec sa défense des droits de la femme en 1792. Si les femmes doivent, sans avoir voix au chapitre, être exclues d'une participation aux droits naturels de l'humanité, faites d'abord la preuve afin d'écarter l'accusation d'injustice et d'incohérence qu'elles sont dépourvues de raison. C'était un extrait du livre de Constance Bantman, Femme de Révolution, paru aux éditions Seuil. Après le départ des congressistes, on s'est entretenu de plus belle sur la manière dont nous aussi, on entendait changer de vie. Une boulangère, une modiste, les 6 autres dans des métiers horlogers précaires, émailleuse, doreuse, rouleuse de pivot, viroleuse centreuse, régleuse, remonteuse d'échappement, mais toutes chômeuses occasionnelles au gré de la conjoncture. On envisageait d'émigrer pour inventer une existence neuve. On reviendrait, disait Blandine, une fois que toute l'Europe aurait du travail et serait devenue anarchiste. J'évitais de contredire ma sœur, mais réservais ma décision. Jeanne et Lison participaient aux réunions avec leurs enfants. Émilie, la modiste, emmenait le petit Max. Adèle était alors enceinte de Clémence. Quand Mathilde a lancé l'idée, partir seule, nous, les femmes, avec les enfants, on n'y croyait pas vraiment. Au bout de quelques semaines, le projet avait fait son chemin. Qu'est-ce qu'on gagnait à rester au vallon ? Entrer en fabrique à l'aube, ressortir 11 heures plus tard, déformé par l'établi, mal aux yeux, mal à la tête, mal payé, recommencer le lendemain. Haïr le contremaître qui nous mettait à l'amende pour 5 minutes de retard. Détester la monotonie du travail, le règlement qui nous interdisait de chanter ou même de siffler. Jalouser les autres travailleuses pour une place au vestiaire, sans compter la menace permanente de perdre son emploi pour un oui, pour un peut-être. Ce n'était pas ça, la vraie vie dont parlait le prince russe et le beau Benjamin. Discussion serrée, on a tout entendu. Celle qui avait peur, celle qui partirait à tout prix. Beaucoup de raisonnements. Émigrer, ce n'est pas juste s'en aller avec de lourds bagages, c'est aussi avoir un projet pour le là-bas. Quand il faudra choisir une vie avec des gens qui n'ont jamais vu ni les sentiers de l'envers, ni l'étroitesse de notre ciel, qui comptent avec d'autres monnaies, rient pour des choses qui font pleurer. C'est aussi se réjouir de l'imprévu, sans perdre la force de s'insurger. S'il s'agit de se faire mettre la main aux fesses, comme au cœur mixte, de supporter des plaisanteries grivoises, comme sur la place du marché, mieux vaut ne pas changer d'endroit. Beau discours, assez causé, on y va. Sur quoi les objections sont venues des hommes, qui nous ont traités d'aventurières, d'utopistes, de petites anarchistes. Eux, qui n'avaient à la bouche que les mots de liberté, de progrès, d'éternel dimanche, étaient gênés qu'on mette ça en pratique. On a lu des annonces alléchantes pour le Pérou, l'Australie, le Canada. On a choisi la Patagonie, parce que personne n'en avait dit du mal, puisque personne n'y avait encore mis les pieds, et que les femmes, disaient les réclames, y étaient bienvenues. Sûr qu'il s'agissait de pleurer la contrée, qu'ils cherchaient des jeunes filles à marier ou des putes, ça nous donnerait l'occasion de prouver qu'on n'était ni l'un ni l'autre.
est un extrait du roman de Daniel Deroulet, 10 petites anarchistes, paru chez Libretto. Veux-tu que nous parlions de la Grande Anarcha ? Comme s'il avait détecté sous l'enchaînement des phénomènes surnaturels le séisme exclusivement circonscrit à leur maison et l'indicible voix intérieure, une piste suspecte qui le ramenait à son récent larcin, Bonbon se leva intempestivement, tout en prenant garde de ne pas réveiller sa famille, et la trouva sous son lit, à l'endroit où il l'avait cachée. Brillante, fluorescente, la petite pierre visqueuse dont suppurait un distillat gluant et pestilentiel qui inondait tout le sol. Il enfonça ses pieds dans les miasmes gélatineux et attrapa la pierre. À quelques centimètres de son visage, il l'examina plus attentivement. Vibrante, veineuse, avec des verdoisements fluorescents instables. Or, le plus sinistre n'était pas cet aspect extérieur, aussi étonnant fût-il, mais ce que le petit caillou provoqua ensuite. Comment mettre des mots sur l'horreur cosmique qui s'empara de l'enfant lorsqu'il entendit résonner dans sa tête, comme si c'était sa propre réflexion, les pensées d'une intelligence primordiale préhistorique, chaotique ressurgence de secrets suprahumains, terribles et primaux, venus des temps terrestres primordiaux, que cette matière fossile compacte avait conservé intacte durant des millions et des millions d'années et qui, après d'innombrables ères de latence dans les entrailles de la Terre, s'incarnait en mots dans l'esprit d'un pauvre gosse de Victoria. L'espace de quelques secondes, le cerveau de Bonbon fut illuminé d'une lucidité radieuse qu'il n'avait jamais connue et ne connaîtrait plus jamais. Des vérités cosmiques préhistoriques lui furent révélées, qui n'avaient jamais été révélées à aucun autre cerveau humain. Il s'agissait de la sagesse de l'enfance première du monde, ni plus ni moins. Bonbon écouta la voix caverneuse, primale, d'organisme, qui était né et avait disparu avant même que l'humanité ou quoi que ce soit de vivant n'existe, et que l'évolution avait de toute évidence condamné pour leur caractère aberrant ou proscrit. Il s'agissait peut-être d'un virus ancestral ou du secret d'une épouvantable âge primordial qui menaçait de revenir, une époque enfouie sous d'impénétrables gangs d'air et de temps où florissait l'anarchie et le chaos, où régnait une confusion informe et où toute chose, le vivant et le non-vivant, l'être et le non-être, ne faisaient qu'un. La Grande Anarcha. Il fut pris d'un violent vertige que seul interrompit une nouvelle fois la question funeste. « Veux-tu que nous parlions de la Grande Anarcha ? » ?»« Même pas en rêve, répondit-il, encore tout tremblant et bouleversé par l'extase. Voir les vérités les plus secrètes et les plus terribles de la Terre incarnées dans un pauvre gosse de 12 ans, c'était quelque chose. Mais stoïquement, au mépris des convulsions provoquées par l'espèce de séisme nerveux qui venait de l'ébranler, Bonbon serra fort la pierre dans ses mains, et après avoir ouvert en toute hâte la fenêtre et la moustiquaire, il la jeta dehors, aussi loin qu'il put. Le petit caillou fluorescent traversa brièvement les airs avant de retomber dans un dépotoir abandonné, en face de sa maison, où grouillaient toutes sortes de vermines repoussantes. Les spasmes et les voix cessèrent d'un coup. C'est un texte de Michel Nieva, intitulé « L'enfance du monde », traduit de l'espagnol par Sébastien Routes, chez Christian Bourgeois, éditeur. Se libérer de l'atmosphère de haine, de crainte, de terreur, de suspicion dans laquelle nous avons vécu à l'école durant ces longues années n'est pas chose facile. La directrice détestait les professeurs. Les professeurs se détestaient entre eux et détestaient les élèves, qui le leur rendaient bien, et par surcroît se haïssaient d'une classe à l'autre. La déléguée portait un brassard vert au bras droit. Elle nous détestait et nous la détestions. Elle était responsable du bon fonctionnement de la classe et elle inventait des fausses accusations afin de se venger des autres élèves. On lui demandait de tenir un cahier consignant plaintes, accusations et jugements de valeur sur les résultats des élèves, leur attitude et leur conduite durant les 5 cours de la journée. Tant que le cahier se remplissait, la pionne conservait sa position et méritait son titre. Ce n'était rien d'autre qu'un exercice de délation, de rédaction de rapports sur ses camarades et de diffusion de fausses rumeurs sur l'origine de la délation et les fuites. La plupart des élèves briguaient le rôle de délégué. Très peu s'en désintéressaient. La déléguée jouissait de privilèges énormes. En premier lieu,
Elle bénéficiait de l'admiration des professeurs, des directeurs, des responsables d'orientation, des agents de nettoyage. Le matin, elle ne demandait pas à sa mère de lui préparer des sandwichs. Sur place, elle réquisitionnait à volonté ceux des autres. Elle s'asseyait au premier rang, quelque grande qu'elle fût. Les élèves évitaient de la contrarier. Moi, j'aimais bien jouer le rôle de la déléguée. Je ne sais comment naît pareille envie de domination et de pouvoir sur les autres. Comment une enfant qui a grandi dans une maison où n'existait aucun pouvoir ressent-elle cette envie de l'exercer ? En plus de la déléguée, un groupe de filles semait la terreur parmi les élèves, surtout les plus jeunes. Izzet Kadoura, la fille du président de l'Assemblée du peuple, Abdelkader Kadoura, se pavanait dans la cour de l'école entourée d'une bande de petites vicieuses. Le corps bouffi, elle avançait les bras écartés, les cheveux relâchés, bien que ce fût interdit à l'école. Elle nouait la veste de son uniforme militaire autour de ses hanches, et cela aussi était considéré comme une faute grave par la formatrice militaire. Accompagnée de ses amis, elle recherchait dans la cour une victime pour son jeu préféré. Elle saisissait une élève par hasard pour la gifler, lui tirer les cheveux ou lui donner des coups de pied. Elle ne s'arrêtait que lorsque, au milieu des rires de la bande à Kadoura, la fille criait et la suppliait de cesser de lui faire du mal. Une fois, Izzet m'avait frappée. Je jouais à la corde avec une amie quand elle arriva par derrière et me tira les cheveux, que j'avais longs et attachés, puis elle me gifla. Ce fut la première gifle de ma vie et la dernière. Ses doigts imprimèrent sur mes joues des marques rouges qui restèrent des heures. Je pleurais de rage et ressentis une grande humiliation. Oui, l'école était ce lieu où les élèves expérimentaient les différents modes de vie dans la Syrie de Hafez el-Assad. Le lieu où on les domestiquait, où on leur apprenait à subir en silence l'humiliation, où on les préparait à la soumission, au respect du plus fort et du despote. On les formait à se moquer les uns des autres et à prendre de haut les filles issues des milieux modestes. On leur apprenait à user de sarcasme à l'égard de celles qui n'avaient pas reçu de leurs parents un manteau neuf et d'élégantes chaussures au prix exorbitant. Quant à l'uniforme commun, destiné à mettre en application l'égalité entre les élèves et à gommer les inégalités sociales, ce n'était que farce ridicule. Car les pulls de laine que portaient les filles sous l'uniforme militaire pendant l'hiver glacial de Damas prouvaient à l'évidence les inégalités. C'était un extrait du roman de Dima Wanous, Ceux qui ont peur, traduit de l'arabe syrien par Françoise Abal et paru aux éditions Gallimard. À Katouchkine, Polouchkine en avait dit des vertes et des pas mûres. Il avait réussi à salir le ministre régional de la Culture. Soi-disant que le ministre et Tchatchine étaient amis depuis longtemps. Soi-disant que la fille du ministre occupait des fonctions obscures au sein du théâtre que personne n'aurait su décrire. Soi-disant que pour les anniversaires du ministre, Tchatchine faisait venir ses artistes et, tel un marionnettiste autoritaire, les forçait à se produire devant son ponte d'amis. Les artistes jouaient de petites scènes, chantaient, se chamaillaient. Une belle égérie portait un décolleté bien serré et feignait de tomber dans les pommes en poussant un soupir savoureux. Le bas de sa jupe alors se retroussait, découvrant ses jambes magnifiques. Un clown, ensuite, parodiait les Américains en ouvrant grand la bouche. Un équilibriste marchait sur les mains puis effectuait un saut périlleux. Un vilain laissait échapper une grimace expressive et baladait ses sourcils hirsutes dans les replis de son front. Une bouffonne jouait la cougar amoureuse et se frottait contre les jeunes en poussant d'abominables ricanements. Le ministre de la Culture riait. Ses grosses joues ne cessaient de s'agiter pendant que le gras de son double menton tremblotait de joie. Puis il prenait Tchatchine dans ses bras pour le remercier. Le théâtre recevait ses subventions et on dansait autour du buffet. Polouchkine avait débité tout un tas d'autres choses, par exemple que le précédent directeur, un type génial, aurait été évincé du théâtre et chassé à la suite de cafardages
parce qu'il n'avait cessé de répéter les mêmes erreurs. La première avait été sa pièce de théâtre contemporaine, une comédie de genre vaudeville. Le spectacle avait été mis en scène et une recette, enfin, avait pu être ramassée. La salle était en ébullition, des éloges exaltés fusaient de toutes parts, se transmettaient de bouche à oreille comme chez les tziganes. Mais il y avait un hic. Lors de l'une des premières représentations, des dames de la direction de l'enseignement étaient venues. Sur la scène, à grand renfort de cymbales, on entendait résonner blagues et colliquets dans une ambiance des plus burlesques. Pourtant, les lèvres des fonctionnaires se tordaient dans tous les sens, signifiant la souffrance qu'elles éprouvaient. À l'occasion d'une dispute, au moment où la colère sur scène atteignait son paroxysme, l'une des héroïnes avait hurlé à l'autre « Dis donc, vieille bique, où vas-tu aller maintenant? À qui tu vas servir ?»« N'importe où », grogna la seconde. « Je ne sais pas, moi. Donner des cours de secourisme dans nos écoles, par exemple. » Les dames de la direction de l'enseignement restèrent bouche bée. Les mèches de leurs cheveux jusque-là plaquées sur les tempes se mirent à gigoter. Souillées par l'insolence de ce qu'elles avaient vu, elles rédigèrent un document qui exigeait de modifier le texte et d'en supprimer les répliques nauséabondes qui insultaient le programme scolaire. La deuxième erreur ne tarda pas à être commise. Avec un spectacle mettant en scène un voyageur conquérant qui se retrouvait devant les peuples autochtones du Nord. Dans la salle était présent un retraité, venu seul avec son billet. Arrivé en toute discrétion, le nez fin, il était reparti vexé, plein de colère, comme un ballon gonflé à l'hélium. Le spectacle comptait une scène dans laquelle le voyageur ensauvagé, déçu de devoir rentrer chez lui, utilisait une icône religieuse pour découper un poisson. La scène avait ébahi et choqué le vieux monsieur, qui avait écrit une lettre au gouverneur disant que la foi orthodoxe était bafouée. Il exigeait que les coupables soient punis et le spectacle interdit. La mise en scène fut considérée comme un premier pas vers l'extrémisme. Le cinglé, surnom que Poluchkin avait donné au vieil homme, fut entendu. Le spectacle retiré et le metteur en scène viré. Poluchkin avait perdu le beau rôle. C'était un extrait d'un roman d'Alissa Ganieva, Sentiments offensés, paru aux éditions Gallimard. Walter Benjamin replace les biens culturels dans les traditions des maîtres du moment, mais les vainqueurs n'ont jamais complètement gagné, ni les vaincus perdus. Et on ne peut comprendre leur opposition si on la fige dans des termes binaires, identitaires. C'est bien en historien matérialiste que Benjamin se place, c'est-à-dire dans l'attention au rapport de force, au conflit, à la transformation sociale. Mais en prophète, il ne réduit pas les rapports sociaux aux humains humaines, ni même aux vivants et vivantes. Il y a, enfouis sous les cortèges, dans les ombres des grands récits, des corps qu'on a cachés, des fantômes qui persistent. Invisibles, ils et elles le sont toujours, mais leur combat n'a jamais été silencieux, ni leur défaite définitive. Il est toujours un moment où les choses auraient pu aller autrement, et c'est à cet embranchement des chemins que Walter Benjamin nous dit de prêter attention. Cet instant liminaire, seuil entre les mondes, où les libérations ont été bloquées, provoque une secousse qui persiste encore dans nos sols, si on veut bien les écouter. C'est là qu'on peut se rendre, dans les moments de blocage, de conflits irrésolus, là où les fils ont été noués, là aussi où ils peuvent être démêlés pour habiter autrement le présent et faire bifurquer l'avenir vers la libération. Cette manière de raconter l'histoire ne prétend à aucune objectivité. En fait, elle fait éclater l'idée même d'un objet que l'on pourrait regarder de loin, comme quelque chose de séparé de nous, de révolu. L'opposition des traditions des vainqueurs et des vaincus ne s'inscrit pas dans une temporalité linéaire, figée dans une poursuite inévitable. Elle ne nous laisse pas indemnes,
nous sommes pris et prises dans ce mouvement et nous sommes responsables, infiniment responsables. Des vivants et des vivantes, du visible, tout comme de la complexité inextricable des histoires cosmiques et souterraines. Les morts et les mortes persistent, nous ne laissent pas en paix et surtout, il et elle demandent justice. Il y a un rendez-vous mystérieux entre les générations défuntes et celles dont nous faisons partie nous-mêmes. Nous avons été attendus sur cette terre, écrit ailleurs Walter Benjamin. Un tel rendez-vous peut paraître ridicule pour un esprit cynique, mais je crois que pour l'honorer, on n'a besoin de nulle pompe et encore moins d'héroïsme. Brosser l'histoire à rebrousse-poil. La matérialité de l'image nous indique, il me semble, la modestie révolutionnaire de la tâche. Réparer les mémoires oubliées, enfouies, les libérations en germe et non encore advenues, c'est peut-être déjà raconter d'autres histoires, celles qui nous mettent corps à corps avec les invisibles. Depuis ma position dans le monde, il m'est impossible de me retrouver dans le récit qui fait correspondre toute lutte anti-spirituelle et anti-religieuse à une libération pour toutes et tous. De cette histoire, je me sens absenté, non pas seulement moi, mais les miens et les miennes, celles et ceux auxquels j'ai envie de répondre. Mes histoires sont ailleurs. Elles parlent de personnes qui ont été assignées à la superstition, à l'obscurantisme, à des formes de religiosité hérétique, des personnes qui ont été rejetées de la vie, de l'espace politique et du savoir, parce que trop magique, trop spirituelle, trop religieuse, pas assez rationnelle, disait-il et disait-elle. Ce sont des histoires de sorcières, de femmes enfermées dans le foyer, de personnes disciplinées, racialisées, transformées en ennemis, en classes repoussoirs. Des histoires où religiosité et marginalité sont non seulement associées, mais construites ensemble, figées dans les corps minorisés. C'était un extrait du texte « Spiritualité radicale, rites et traditions pour réparer le monde », écrite par l'autrice Yuna Visantin, parue chez Divergence. Et nous voilà 2 ans plus tard, études finies, diplôme obtenu, toujours dans le même appartement. Le projet a bien changé pourtant. On fait moins de théâtre pour commencer, et apparemment on considère les recrutements. C'est parfait pour nos nouveaux plans. Toujours assise, les jambes étalées en V sur le parquet, Elena mâche un chewing-gum. Elle regarde un peu Siegfried. Elle prend des notes avec les yeux. Écoute, je crois qu'on n'est pas contre t'intégrer au collectif, mais elle t'a dit qu'on a un projet ? Elle t'a dit quoi exactement ? Il pense un instant, se tourne vers Valencia, puis Elena. Pas grand-chose en fait. Tu m'as tellement bien teasé la chose, je ne me suis même pas demandé ce que c'était vraiment. Mais je sais que vous avez fait du théâtre et je suis contrebassiste depuis 15 ans. C'est pas vraiment du jeu, mais je me suis dit que... Elena se masse l'arête du nez. J'entends Valencia chercher des céréales avec le bout de sa cuillère. Mais son bol est vide, alors elle touille dans le vent. Tu lui as rien dit ? Tu veux le faire rentrer dans le projet et tu lui as rien dit. Mais je pouvais pas. On était dans un bar, c'était pas safe, il y avait trop de monde. Oui, parce que c'est carrément plus sécure de le ramener ici, histoire qu'il puisse bien nous regarder de près, il va bien retenir tous nos visages et ça va être super pratique pour quand les flics voudront dresser des portraits robots. Valencia ouvre la bouche, exhale un silence hébété, la referme. Elle regarde au fond de son bol comme si elle voulait plonger dedans. Et lui, sa sécurité alors ? Tu as pensé avant d'impliquer tout le monde comme ça ? Il va faire comment si les autres guignols reviennent nous coller au cul ? Siegfried tire une gueule, ses lèvres se retroussent et ses sourcils sont anguleux. Il a l'air confus, si pas dégoûté. Son front se ride et palpite. On devine ses méninges encore en train de bloquer sur le mot « portrait robot ». Pour toute la gêne que sa présence a provoquée chez moi, je trouve qu'il a l'air d'un très gentil garçon. Il me fait de la peine. Valencia semble vraiment lui faire confiance, on dirait. Il faut qu'il sache, il faut lui dire. Siegfried, écoute, il faut que tu saches que c'est un projet très dangereux. Il se retourne vers moi d'un coup. Il avait de toute évidence oublié que j'étais là, debout, les mains dans les poches, prêt à m'enraciner au bout de la table. Il fouille la pièce des yeux, cherche des réponses qu'il ne trouvera pas. Il cherche sur la table basse, dans mes cheveux, sur les godasses d'Elena. Il cherche dans l'ampoule, il cherche par la fenêtre. Mais Siegfried, je suis plein de bienveillance maintenant, tu sais. Tu peux me demander. Mais c'est quoi votre projet ? On va détruire le monde.
Siegfried, je ne le connais pas, mais je connais la tête de quelqu'un qui n'a pas encore enregistré l'information qu'il vient de recevoir. Pas qu'il la croira une fois enregistrée. Ses yeux cherchent de l'aide. Valencia est gênée, Elena le dévisage. C'est pas une blague. On va détruire le monde, c'est ça le projet. Écoute, prends 5 minutes pour réfléchir, mais il va falloir que tu décides si tu nous suis ou pas. Parce que de notre côté, il faut qu'on décide si on protège nos arrières. Et elle le dit sincèrement. Si sincèrement, qui pourrait bien lui en vouloir ? C'était un deuxième extrait du texte de Eden Levin, Jeudi, apparu aux éditions Notabilia. Les rebelles arrivèrent enfin aux portes de Lubumbashi. On pouvait même entendre des coups de canon. Le centre-ville se terra, et même Kamalondo, où les attroupements sont éternels. Tu pouvais marcher nu sans que cela soit réellement un problème. Seuls les chars de combat et autres véhicules de l'armée multipliaient des va-et-vient entre le champ de bataille et la ville. Le temps s'était presque arrêté. Nous avions tellement peur que nous décidâmes de nous tapir au cimetière. Comme par le passé, lorsque le président de la République était en visite dans la province et qu'il fallait que la ville soit propre de ses déchets pour éviter le rapt, le cimetière était l'endroit idéal. La bataille n'eut pas lieu à proprement parler. Au bout de quelques heures de tir, les rebelles firent éclater les verrous. Une scène de liesse que je n'avais jamais vue auparavant. Les habitants sortaient de leur tanière et se congratulaient comme si c'était eux qui avaient mis en déroute l'armée de Mobutu. Au mambo de la fête, pendant 7 jours sans interruption, on dansa la danse du vilain. Un pied à gauche, un pied à droite, tout en roulant les derrières, une grimace sur la figure, les bras tendus et les mains ouvertes comme si on jetait l'argent. Tout le monde se réjouissait et n'hésitait pas à partager son bonheur. Sur le parvis de la Poste, des énergumènes qui ne nous avaient jamais regardés ni adressé la parole nous souriaient. Ils couraient saluer, nous offrir des accolades et partaient ovationner les libérateurs. La rébellion était en partie composée d'enfants soldats, de quoi attiser notre jalousie. Ces gamins étaient en train d'éjecter une dictature vieille de 32 ans alors que nous autres, peinards, passions la journée à fumer la colle et à soudoyer les passants. Les rebelles en bas âge, affectueusement surnommés Kadogo ou Petit bout de chou, étaient de ma génération, certains plus jeunes encore. Ils arpentaient les avenues en file indienne, croulant sous le poids du fusil, une tenue militaire trop grande pour leur corps malingre, des bottes en plastique, le regard béat, à l'instar de quelqu'un qui a fumé la colle sans manger. Les habitants les accompagnaient par des coups de sifflet, des cris d'allégresse, des chansons, des klaxons de voiture, des prières. Ils leur proposaient la cigarette, des breuvages à boire, ainsi que de la mangeaille. Mais les rebelles déclinèrent l'offre de manière polie. Ils ne s'occupaient pas de ce à quoi se livrait la population. Ils étaient d'une discipline ahurissante. Ils ne lapaient même pas une goutte d'alcool. Ils tenaient à montrer qu'ils se comportaient autrement que l'armée antérieure, réputée pour ses tracasseries. Des jeunes de la cité, nourris aux films d'action, se ruaient alors dans les postes de police et les camps militaires abandonnés, partout où les soldats de Mobutu avaient été stationnés, pillaient les tenues et les munitions. Ils tiraient en l'air à l'arme automatique. Dans les jours qui suivirent, à la cité, les gens ne se provoquaient pas pour éviter de déclencher la guérilla. Dès que quelqu'un était réprimandé, il s'engouffrait dans sa maison, en ressortait avec un revolver. On troquait des lance-roquettes contre des grenades, le pistolet mitrailleur, Uzi, de même que la Kalachnikov, inondait déjà le milieu de la petite délinquance. Les gens rangeaient leur artillerie en dessous du lit. Ceux qui s'étaient le mieux servis creusaient dans leur salon, leur chambre à coucher et leur jardin des trous béants et ensevelissaient les munitions soigneusement rangées dans les malles. Cette période de flottement profita aux plus courageux, aux as de la contrebande, ainsi qu'aux amoureux de l'argent facile.
C'était un extrait du roman de Fiston Manza Mujila, La danse du vilain, paru aux éditions Métayer. Si Mahfoud avait été plus attentive à cette moue, s'il avait été plus fin observateur des mimiques qui contredisent les discours, il n'aurait pas tourné le dos aux soldats, ni laissé ses épaules retomber. Il ne se serait pas félicité, voilà bien une patrouille de sécurité consciencieuse. Il se serait inquiété d'autre chose que de l'amertume qui gagnait la théière. « Papa !» Un homme en tenue sombre brandit une hache. « Trop tard, Aïcha. Le son n'est pas sorti de ta gorge. Tant pis pour ta conscience. Tant pis pour tes souvenirs d'enfant. » La lame fendit le crâne d'Ashraf qui hoqueta sur le sol. Mahfoud bondit. Il était pâteau pour déchiffrer les figures, mais il savait cogner. Il se jeta sur l'agresseur, lui asséna un coup de poing au visage en visant le thorax. Que se passait-il ? Le père d'Aïcha recula. Le treillis de son adversaire s'était craquelé. L'homme le toisa en ricanant, puis, plaçant ses deux mains sur son torse, déchira le vêtement. Une toile marron brute apparut. Les joueurs brisèrent leurs verres, les pieds des chaises, prêts à se battre, mais se sachant perdus. Des hommes bondirent des camions en poussant des cris gutturaux. Ils avaient enroulé des chèches noires autour de leur tête. La drogue embrumait leurs yeux. Un col poudreux intensifiait le tracé de leurs cils. Ils étaient vêtus comme les jeunes du village, de jeans et de baskets, avec, en plus, des sabres à leur ceinture. Aïcha n'avait jamais vu de si grandes lames. Les joueurs de dominos hurlèrent. Aïcha courut à travers le village. Ses jambes tremblaient et son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle connaissait le mot « dabahin », les égorgeurs. « Dabahin, dabahin !» Quelques villageois, alertés par les hurlements, se montrèrent aux fenêtres et sur les paliers. Ils secouèrent la tête devant cette petite qui s'égosillait en tenant une part de gâteau dans ses mains. « Voilà à quoi jouent nos enfants, maintenant », soupirèrent-ils. Eux-mêmes avaient cessé depuis longtemps de réprimander leur progéniture quand elle feignait d'arracher la tête d'un petit frère en brandissant une branche taillée en couteau. Ils ne virent personne devant ni derrière elle. Certains rentrèrent chez eux en grommelant. Un vendredi soir tout de même. D'autres restèrent, anxieux malgré tout. La main vacillante de Hakima s'agrippa au cadre de la porte. Elle lisait de la terreur dans les yeux de sa fille. Elle monta péniblement à la terrasse. Son ventre lourd de 3 grossesses se serra. Elle regarda à droite, puis à gauche. À l'orée de la forêt, elle reconnut, grâce au phare des camions, la silhouette de son mari allongée sur le ventre et le dos de cette chemise qu'elle avait raccommodée tant de fois. Elle redescendit si précipitamment qu'elle manqua de se prendre les pieds dans sa longue robe d'intérieur. Elle saisit la casserole de lentilles ainsi qu'une poêle huileuse. De retour en haut, elle leva les bras au-dessus d'elle et fracassa les 2 ustensiles l'un contre l'autre, sans se soucier de la nourriture qui coulait dans ses cheveux, ni de ses épaules qui crempaient. « Ils sont là !» Elle s'époumonna. « Ils sont là ! Les terroristes sont entrés dans la ville !» Entre-temps, d'autres habitants étaient montés à leur terrasse et fracassaient aussi poêles, louches et casseroles, si usées qu'elles ne reflétaient pas un rayon de lune. C'était un extrait du roman d'Amina Damerji, Bientôt les vivants, paru aux éditions Gallimard. Les amis, j'aurais été très heureux de passer cette dernière nuit sur les ondes avec vous, juste avant mon exécution. Cela aurait été un vrai direct. Plus direct, tu meurs. Imaginez seulement. Je dis quelque chose du genre, dans une poignée de secondes, vous aurez droit à mon râle, spécialement pour vous. La vie de Joseph Rodsky devant le micro. Je suis prêt maintenant, on y va. Et puis, effectivement, vous entendrez d'étranges râles, ou bien le bruit d'une tête coupée qui cogne contre le plancher en bois. Mais je suis en sécurité. Aucune exécution en perspective. Je suis dans la plus parfaite des sécurités qui puisse exister, la perpétuité. Vous écoutez Radio Nuit. 8 heures est sur le point de sonner.
et nous allons nous séparer. J'ai brûlé la moitié de l'île à l'aide de cocktails artisanaux auto-inflammables. J'ai envoyé dans l'au-delà une quinzaine d'hommes et détruit complètement 3 véhicules. Sans même mentionner certains de mes exploits, on peut parfaitement me considérer comme un dangereux récidiviste. Pour les gens comme moi, notre Europe a prévu un tout petit nombre de prisons, exceptionnelles et presque secrètes. Chacune est située sur une île éloignée et peu connue, si petite qu'elle ne se trouve sur aucune carte. Je suis satisfait de ma situation géographique. En sortant me promener le matin, je peux voir 2 océans, bien qu'en réalité, ils n'en forment qu'un seul. Je ne me plains pas. Je suis autorisé à ne pas dormir. Je suis dispensé de l'obligation de prendre des somnifères. J'ai réussi à obtenir un accès depuis ma cellule, non seulement à toute la musique du monde, mais aussi à ma chaîne radio personnelle. Vous l'écoutez en ce moment. Que vouloir de plus? Je sais. La mort. Mon Dieu, que vous êtes heureux de pouvoir mourir. Moi, je ne réussirai pas. Il s'avère que je ne mourrai pas. Vous pouvez imaginer ce stupide concours de circonstances qui fait que ma détention à perpétuité le sera vraiment. Il vaut mieux pour vous ne pas imaginer, car c'est comme un crissement perpétuel. Je ne conseille à personne de l'essayer. Éloignez-vous à 1000 lieues, à 10 000 lieues. J'ai été tué plusieurs fois. Plus précisément, on a essayé de me tuer, et cela semblait réussi, mais je suis toujours en vie. Je me suis sorti de telles fractures, de telles contusions, de telles douleurs et brûlures, que vous auriez du mal à le croire. Le pire a été quand on me cassait un doigt par jour. Il s'avère qu'on peut supporter même cela, si Dieu est notre Père. Dans cette vie, je suis un prisonnier de Dieu. Vous pouvez accentuer n'importe quel mot, et vous n'aurez pas tort. Je n'ai pas de doléances et je ne me plains pas, ne serait-ce que parce que certains sont encore plus mal. Par exemple, un de mes amis a aussi écopé de la perpétuité, qui plus est dans un vignoble. On aurait pu envier son confort. Le problème est qu'il n'en reste rien excepté une moitié de cerveau. Voilà comment il va maintenant. Et moi j'ai une radio, la nuit. Radio nuit. Et vous m'écoutez. 8 heures vont sonner et je vous mettrai la dernière mélodie. Et après, ce sera vendredi, le 13 décembre. Le temps sera gris. À midi, il y aura une promenade sur la terrasse. Pendant 1 heure entière, je pourrai regarder la mer. Attendre et voir venir. Comme un avion postal du côté du Groenland. Et si l'on l'amenait, ne serait-ce que ce week-end, je regarderai juste là où est son ventre. Et c'est tout. Au moins cela. Sinon, ce serait bien si la neige tombait. J'aime tellement la neige en décembre. On traverse la place. Quelque part entre la poste et le conservatoire, il n'y a que des amis qui se réchauffent auprès de brésiers, respirent en exhalant de l'air chaud et invitent dans leur tente. Il n'y a pas de fin à cela. Il n'y en aura jamais. Moi, nous, notre hiver, la neige. C'était un extrait du texte de Yuri Androkovitch, Radio Nuit, traduit de l'ukrainien par Irina Dmitrichine, paru aux éditions, les éditions Noir sur Blanc. Voilà ce que raconta Pierre aux membres du G 2104 en concluant. Je vous propose qu'on investisse le hameau avec nos amis de Solastalgie et qu'on en fasse notre quartier général. Quelques semaines plus tard, la ferme de Fantine était devenue le siège du CNRS 2104, la conspiration nostalgique des rebelles solastalgiques. On avait laissé Étienne choisir ce nom facétieux. Après tout, les combats les plus sérieux n'empêchaient pas l'humour, y compris le plus potache. Les 11 maisons avaient été réquisitionnées pour accueillir les équipes du CNRS. Les deux granges de la ferme de Fantine, qui en temps de paix abritaient des stages de yoga ou de musique de chambre, avaient été transformées en war room. L'ancienne étape de la Grange Nord était le centre de crise. Elle avait été aménagée par Chris, dans l'esprit de la salle de crise Covid, qu'il avait animée pendant 1 année pour les hôpitaux de Paris. Chris avait été fasciné par ce qu'avait fait le centre John Hopkins avec ses cartes où s'allumaient les points Covid dans tous les pays du monde.
il y avait sur l'un des murs un immense planisphère où étaient notés tous les événements climatiques présumés. Kadiatou, dans sa rigueur scientifique, et Claire, dans sa rigueur de magistrate, avaient tenu à ce qu'il soit bien indiqué cette notation de présomption: les incendies, les dômes de chaleur, les épisodes caniculaires, les ouragans, les inondations. Il y avait déjà 45 points présumés, parmi lesquels certains encore plus présumés que d'autres. On voyait notamment vague de chaleur, Pacifique Nord, côte ouest des États-Unis et du Canada 2021. Température record en été, Europe 2021. Température record en été, Europe 2022. Vague de chaleur en Sibérie 2020. Record de chaleur et de pluie, Chine du Sud 2020. Vague de chaleur, France 2019. Vague de chaleur, Japon 2018. Vague de chaleur simultanée, hémisphère nord 2018. Vague de chaleur marine, mer de Tasmanie, Australie 2017-2018. Vague de chaleur, Asie 2016. Vague de chaleur, pôle Nord 2016. Record consécutif d'années les plus chaudes, ensemble de la planète 2014-2016. Tendance continue à l'augmentation des températures 1850-2014. Kadiatou avait lu que la probabilité que les records de chaleur des années 2014 à 2016 ne soient pas dus à l'activité humaine était de l'ordre de 0,03%. Quant à la vague de chaleur de Sibérie en 2020, avec un record de 38 degrés en juin, dans la ville arctique de Verkhoyansk, elle n'aurait jamais été envisageable sans l'influence de l'activité humaine. Elle avait provoqué des feux de forêt et rejeté à elle seule 59 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On avait aussi épinglé divers documents, comme une photocopie de l'alerte de l'Agence régionale de santé du 30 août 2022, qui mettait en garde contre la présence du moustique tigre en Île-de-France. Oui, le moustique tropical qui peut transmettre Zika, dengue et chikungunya était désormais actif dans la région parisienne. Et l'autorité sanitaire d'appeler à une action citoyenne de signalement en lui adressant des photos du moustique tigre ou un moustique dans un état permettant son identification. À côté, un dessin d'un homme se prenant le menton dans la main avec cette légende « But what can I do? I'm just one person », said 7 billion people. Il s'agit d'un texte de Martin Hirsch intitulé « Les solastalgiques », paru aux éditions Stock. Et c'est la fin de notre lecture.